On parle d'assurance et d'investissement social avec mes invités. Bruno Palier, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche CNRS au LIEP, le laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques. Et Damien Bignon, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes directeur des projets et des partenariats sociétaux chez Malakoff Humanis. Alors je commence avec vous, Bruno Palier. Vous signez le premier chapitre du livre qui sort d'ailleurs aujourd'hui, ce qui compte vraiment un autre modèle social. Évidemment, le livre associé à ce sommet paru aux éditions le Bord de l'eau. Vous dites que notre système de protection sociale, il est encore centré sur la réparation. Est-ce que c'est une limite de ce modèle? Il faut quand même dire que c'est déjà un succès, c'est-à-dire qu'en termes de réparation, on a vu la pauvreté chez les personnes âgées baisser, on a un accès garanti à tout le monde aux soins avec quelques difficultés, mais quand même on a un système qui a des succès. Mais c'est un système qui répare au sens où il faut d'abord être malade pour pouvoir bénéficier de l'assurance maladie, il faut d'abord être à la retraite pour bénéficier d'un système de retraite, être au chômage pour bénéficier de l'allocation. Et là où on pêche les limites de notre système, c'est du côté de la prévention, mais aussi du côté de la préparation. Moi, j'ai une formule, essayer de mieux préparer pour avoir moins à réparer. Et donc, l'idée, on n'investit pas beaucoup et pas suffisamment sur les très jeunes enfants. Tout le monde ne va pas en crèche et on sait que la crèche, elle apporte énormément à tous les jeunes enfants. On n'investit pas assez dans le succès scolaire de tout le monde. On n'aide pas suffisamment nos jeunes. On n'aide pas suffisamment à pouvoir travailler et avoir une famille. On ne forme pas tout au long de la vie. Voilà, c'est ces politiques d'investissement social qui sont en amont, si vous voulez, et si on les développait mieux, on préparerait mieux les individus, on aurait un peu moins à réparer. Damien Bignon, qu'est-ce que ça représente pour un groupe de protection sociale comme Malakoff Humanis, cette idée de prévention? C'est un enjeu de plus en plus stratégique, ça l'était déjà, ça l'est encore plus? Alors c'est exactement ça, c'est la deuxième réponse, ça l'était déjà et ça l'est encore plus. Aujourd'hui, on travaille de plus en plus à passer de ce modèle de réparer à anticiper. Anticiper, donc c'est ce que Bruno vient de nous partager, c'est effectivement être en amont du risque et ne pas être simple payeur en tant qu'assureur. Pourquoi? Déjà, on voit effectivement que les fragilités explosent aujourd'hui en France. On a des maladies chroniques qui progressent depuis 2019 de plus de 10%. On a 2 salariés sur 3 qui aujourd'hui déclarent être en fragilité, donc ça peut être de l'isolement social, ça peut être une situation de handicap, être aidant, être atteint d'une maladie chronique encore. Et puis surtout, on voit un phénomène malheureusement qui se développe de plus en plus, qui est le renoncement aux soins par manque de temps. Les aidants, par exemple, vont avoir cette négligence de passer leur santé après celle de l'aider, par manque d'accessibilité, par manque de moyens. De disponibilité des médecins. Exactement, les déserts médicaux. Et donc, il y a ce travail nécessaire de venir en amont, parce que comme le dicton le dit, prévenir c'est guérir. Ouais. C'est de venir finalement en soutien d'un système où la prévention coûte moins cher que d'agir après le risque. Ouais. Alors, je veux bien qu'on rentre dans le détail, parce que vous dites effectivement, Bruno Palier, qu'il faut, entre guillemets, équiper les plus jeunes et le plus tôt possible. On parle de quel dispositif d'accueil, d'éducation qui permettent justement de préparer cet avenir-là? Alors, tout le monde le sait, un enfant il se met à marcher aux alentours de 1 an, il se met à parler aux alentours de 2 ans. Oui. Ça veut dire qu'il y a énormément d'acquisitions, il se passe énormément de choses à cet âge-là. Et en fait, on n'a pas beaucoup, en tout cas pas systématiquement, d'aide pour tout le monde. Et en fait, c'est des périodes, pour parler un peu plus jargon, c'est des périodes où on acquiert les capacités cognitives, on apprend à apprendre, et les capacités non cognitives, on apprend à interagir avec les autres et à interagir avec le monde. Et cet apprentissage, il est laissé aux soins des familles, aux soins des enfants, sauf si on le prend en charge collectivement. Il se trouve que pour le prendre en charge collectivement, il y a 2 choses en France. Il y a les assistantes maternelles qui n'ont pas énormément de formation, qui ont des difficultés elles-mêmes à se garantir d'avoir suffisamment d'enfants. Et puis, il y a les crèches. Le problème, c'est que les crèches, d'abord, il n'y a pas énormément de jeunes enfants qui vont aux crèches, mais surtout, on réserve souvent les crèches aux parents qui travaillent. Les parents qui travaillent, ce sont plus probablement des gens qui ont, les 2 parents qui travaillent, des dispositions acquises. Donc
cible pas, on n'aide pas les plus jeunes enfants dans les plus grandes difficultés à accéder à ces dispositifs qui leur apporteraient beaucoup. Il y a eu beaucoup d'études d'impact, puisque c'est le mot-clé aujourd'hui. C'est au bon endroit pour beaucoup employer cette d'études d'impact. Il y a même eu un prix Nobel, James Heckman, qui montre que bénéficier d'un accueil collectif de qualité, c'est-à-dire du jeu, de l'interaction, des échanges, etc., au plus jeune âge, à 1 an ou 2 ans, ça vous permet un meilleur parcours scolaire, une meilleure intégration sur le marché du travail, plus de salaire. Donc c'est un investissement extrêmement rentable pour les individus, mais aussi pour la collectivité. Moins de délinquance, moins de chômage, des meilleurs salaires, ça veut dire des emplois plus productifs. Donc on a là un gain énorme à investir dans la petite enfance. Ça, c'est la première chose. On parlait juste avant avec Clément Beaune de l'argent public ou de l'euro public bien investi et qui fait des petits effets dominos d'un euro public. Heckman, il montre qu'un dollar, c'était en dollars, c'était des États-Unis, investi dans des programmes d'accueil collectif de qualité pour les enfants issus de milieux défavorisés, ça rapporte $25 sur l'ensemble de leur vie. $25 en plus pour eux et économisé pour la société. Donc c'est un des meilleurs investissements qui soit à long terme. Il faut avoir la longue vue de l'importance pour les individus, mais aussi pour une économie où on a besoin de compétences. C'est une économie de la connaissance et on ne forme pas suffisamment de gens et on ne les forme pas bien. C'est pas leur apprendre à compter en crèche, mais c'est vraiment apprendre à développer les capacités, apprendre à apprendre par le jeu, apprendre à interagir avec les autres, la tolérance, des choses comme ça. Ça a été vraiment amplement démontré. Alors, après, ça joue tout au long de la vie, c'est-à-dire aussi à l'école. Est-ce qu'on donne ces capacités ou est-ce qu'on apprend juste des choses qu'on rabâche? Est-ce que les jeunes sont soutenus? Non. En France, on a du mal à soutenir tous nos jeunes, puisqu'on demande en fait aux jeunes de compter sur leurs parents. Et il y a des parents qui ne peuvent pas y arriver. Et les bourses ne sont pas suffisantes. Alors, il y a beaucoup d'axes dont on pourrait parler avec vous, évidemment, Bruno Palier. Je voudrais qu'on évoque maintenant l'accompagnement des personnes qui souffrent de cancer. Qu'est-ce que vous mettez en place en la matière, l'accompagnement du cancer? Quels dispositifs, des exemples concrets et peut-être aussi des résultats, puisqu'on parle de mesures d'impact ici. Oui. Alors, déjà, peut-être juste 2 chiffres. En France, aujourd'hui, il y a environ 3,8 millions de personnes atteintes d'un cancer et 430 000 nouveaux cas chaque année. C'est la cadence qu'on a observée et qu'on observe d'ici jusqu'à 2050. Donc un sujet, un enjeu de santé publique majeur. Un enjeu de santé publique, un sujet qu'il faut prendre à bras le corps. Alors en termes d'investissement social, justement, ce qu'on a notamment investi côté Malakoff Humanis, ce sont tous les soins de support en cancérologie. Donc vous savez, ce sont tous les soins qui viennent en complément du traitement médical. Et la mesure d'impact qu'on est en train de bâtir, parce que c'est clairement l'enjeu de cette année, c'est de prouver que ce ne sont pas des soins optionnels, mais ce sont des soins qui doivent complètement être pris en charge dans l'intégralité du patient. Parce que, et ça c'est pas moi, c'est des professeurs bien avertis, notamment du côté de Gustave Roussy qui l'explique encore mieux que moi, que ces soins de support en cancérologie vont multiplier par 2 voire 3 les chances de guérison et de réinsertion derrière dans la vie sociale, parce qu'on parle aussi de psychologie quand on parle de soins de support. C'est pas le traitement curatif au sens... c'est vrai que c'est tout ce qu'il y a autour, mais qui permet aux malades d'aller mieux et donc de mieux combattre la maladie. De l'activité physique adaptée, la nutrition, la socio-esthétique, la psychologie, la sexualité. Sont tous ces sujets qui aujourd'hui pourraient être en tous les cas regardés comme secondaires et qui en fait sont primaires. Il y a peu de temps une maman qui nous partageait donc sa situation. Alors elle est guérie aujourd'hui, elle a eu un cancer du sein. Premier traitement médical. Elle rentre chez elle. Alors en plus, je ne veux pas faire pleurer, mais c'est la maman seule avec un enfant de 6 ans. Premier traitement médical, elle rentre chez elle. Elle est malade toute la nuit, elle n'en peut plus. Enfin, elle passe un moment terrible. Et elle se dit, elle traverse l'esprit de je peux plus, je pourrais pas continuer à subir des traitements comme ça. C'est trop douloureux, c'est trop compliqué pour mon corps. Et elle a été accueillie dans des séances de yoga, d'activité physique adaptée, etc. Et en fait, ça lui a permis de construire une santé physique qui a été capable
de digérer, donc d'intégrer ce traitement médical. Et elle a passé donc les étapes une à une, et aujourd'hui, je touche du bois pour elle, tout va bien, et elle vit pleinement avec son petit garçon. C'est un exemple de dispositif que Malakoff Humanif propose. Voilà, aujourd'hui on accompagne plus d'une vingtaine de projets, donc ça va de maisons de soins, avec une maison de soins, c'est la capacité de proposer à des patients donc, tout ce que j'ai cité un peu tout à l'heure, d'activité physique, etc. Donc on va recevoir le patient, on va faire un diagnostic de ses besoins et on va pouvoir l'accompagner en complément du traitement médical, et on voit les effets bénéfiques immédiats. Donc là, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de faire reconnaître ces soins de support, notamment pour une meilleure prise en charge, parce qu'aujourd'hui, ces soins de support ne sont pas remboursés. Pour cet exemple, ou pour ceux que vous donniez tout à l'heure, Bruno Palier, on est au sommet de la mesure d'impact. Est-ce que c'est si facile de mesurer l'impact d'une action publique ou privée d'ailleurs? Vous nous donniez l'exemple de $1 investi qui en rapporte 25 tout au long de la vie. Comment on fait? Alors ça c'est faisable, puisque James Heckman, c'est ce qu'il a fait, c'est-à-dire il a pris un groupe d'enfants de milieux défavorisés, et l'un a bénéficié de cet accueil collectif de qualité et l'autre non, et après il a eu les moyens de les suivre sur 25 à 30 ans. Donc voilà, c'est la comparaison avec des groupes similaires, mais l'un bénéficie de la politique et l'autre n'en bénéficie pas. Après, il y a une autre façon qui est un peu moins coûteuse, c'est les comparaisons internationales. Vous avez un niveau de qualification, un niveau d'emploi, un niveau d'innovation bien plus élevé dans des pays où vous allez avoir un accueil beaucoup plus universel des jeunes enfants, donc dans les pays nordiques par exemple. Voilà, on peut procéder de différentes façons pour montrer l'évidence de l'apport que représente cet investissement social. Je crois qu'on en a fait beaucoup en France, sur les crèches on en a fait beaucoup, sur le soutien aux jeunes on en a fait beaucoup, sur les problèmes de conciliation typiques des femmes seules, vous le disiez, c'est le problème, qui s'occupe de mon enfant pendant que je travaille, pendant que je me fais soigner, pendant que j'aide les autres. Donc ça, c'est des choses qui sont évaluables. Et je crois que le problème n'est pas seulement d'évaluer, c'est qu'une fois qu'on a évalué, c'est de convaincre que c'est systémique et que ça appelle des changements profonds. Et c'est ça aussi la difficulté, c'est qu'il ne suffit pas de montrer qu'une politique, ça marche. Il faut aussi se demander comment on fait pour transformer notre système pour qu'il aille vers cela. Un dernier mot, il nous reste une minute. À votre niveau, Malakoff Humanis, comment vous évaluer justement l'efficacité des politiques que vous mettez en place? Quels indicateurs vous utilisez? Alors on regarde à trois niveaux. Déjà notre capacité d'investissement, ce qu'on peut raisonnablement investir en termes d'accompagnement de projets à l'année, le nombre de bénéficiaires à qui ça va profiter, mais surtout le dernier indicateur qui est le plus important, c'est qu'est-ce que ça change? Quel est l'impact sur le bénéficiaire? Quelle plus-value on a pu apporter. Et donc ça, en fonction des sujets, parce qu'on travaille nous énormément sur le handicap, sur le bien vieillir, sur les aidants et donc sur le cancer, on en a parlé il y a 2 secondes. Ce sont des critères d'évaluation, des indicateurs qui vont être différents, mais en tous les cas, l'objectif final, c'est de se dire que les indicateurs, ils doivent nous donner une boussole, pas une vérité, mais une boussole qui vont nous permettre demain de mieux orienter, de faire progresser les projets et donc d'être plus performants socialement. Merci beaucoup à tous les deux. Profitez de cette journée qui est déjà passionnante et qui promet de l'être. On continue notre édition spéciale consacrée à ce sommet de la mesure d'impact. On va parler du vivre ensemble.